aussi pour vous accompagner jusque minuit avec notre équipe de choc. Le commando du FLN est présent ce Très soir. maghrébine. Alors nous avons Rose, Badi du Club Émergence, nous avons Mohamed Kolanta et Abdeslam Itache avec nous. Bonsoir à tous ceux qui viennent de nous rejoindre et vous êtes donc en plein cœur de cette émission consacrée au 17 octobre 1961 avec ces fameuses manifestations qui ont été réprimées violemment et dont on parle ce soir. Alors, dans les cortèges, dans le cortège principal, beaucoup de femmes, beaucoup d'enfants, Ouais. tous non armés, hein, évidemment. Beaucoup de jeunes aussi. Beaucoup de jeunes. D'ailleurs, qui manifestaient en levant les mains. Oui. Et des pancartes aussi, liberté, liberté à l'Algérie, Algérie indépendante, etc. Mais cela dit, ça a vite dérapé. Pourquoi? Parce que... Ça fait courir des rumeurs. Ils auraient, enfin, c'est là où c'est trouble. La police dit on nous a tiré dessus et on a riposté. Et d'ailleurs, la police, à ce titre-là, a révélé à travers différents témoignages qu'en fait, ils avaient eu l'information de la manif que quelques heures auparavant. Et dans d'autres versions, ils te disent non, on a eu des informations la veille. Quoi qu'il en soit, ils ont eu des informations beaucoup trop tard. Beaucoup trop tard. Voilà. Mohamed. Justement, sur la tuerie des policiers, Jean-Luc Hainaudi, c'est un historien, il explique très bien le 17 octobre. Ouais. Il dit comme quoi pour que les policiers soient vraiment éméchés, ils soient vraiment énervés, en gros, il faisait des fausses rumeurs radio. Il disait, oui, voilà, il y a eu tant de policiers morts dans tel arrondissement, c'est des Arabes qui les ont tués, etc. Et du coup, les policiers, quand ils ramenaient tout le monde à la préfecture, ou quand ils débarquaient des bus, c'était une ratonnade totale, et du coup, voilà, ils étaient bien chauffés, ils étaient bien chauds, et puis du coup, ces fausses rumeurs-là, ils ont alimenté un petit peu leur haine et leur mépris, et puis du coup, c'est de là où c'est parti Et puis, il faut comprendre que quand on les a montés dans des bus et qu'on les a ramenés à la préfecture, c'était pour les tuer. C'est-à-dire que ça n'a pas été juste des affrontements dans la rue, on les a emmenés à la préfecture pour les tuer, pour les assassiner. Tout à fait. Donc c'est un assassinat organisé. C'est pas la même chose quand on est face à la limite à la foule, à des manifestants et qu'à la limite dans une forme de peur ou d'angoisse, il y a une forme de répression, d'accord, où on peut se dire que c'est une manifestation qui a dérapé. Et c'est pas la même chose quand on fait monter des personnes dans des cars ou dans des bus, ce qui rappelle les heures les plus sombres, et qu'on les ramène à la préfecture dans le but de les assassiner. Alors, c'est de l'exécution. Et c'est de là qu'on les jetait, excuse-moi, et voilà, et juste après, c'est de là qu'on les jetait à la Seine, parce que beaucoup pensent qu'on les jetait directement à la Seine. Non, en fait, pour se débarrasser des corps, ils ne savaient pas, parce qu'il y en avait plus d'une cinquantaine quand même. Hein. C'était immense. Hein. Et le commissariat de police et la préfecture, et le palais de justice qui étaient juste à côté, et qui juxtaposaient un petit peu la Seine, dès qu'ils faisaient leur ratonnade, ils tuaient tous ces Arabes. En gros, il fallait les jeter à la Seine, et puis on connaît la suite. C'est en ça que c'est scandaleux. Mais moi, j'aimerais juste qu'on remonte justement à la tête pensante, parce que c'est elle qui est la principale dans cette équation, qui est Maurice Papon. Papon. C'était volontaire. Donc Maurice Papon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il venait juste d'être nommé préfet de police de Paris, donc il est la tête pensante. Pour moi, c'est le cerveau de ces tueries, qu'on se le dise. Tu penses pas qu'on lui a donné des ordres aussi de faire Au-delà de ça, c'est-à-dire que déjà il venait de... Non, mais déjà dans la sémantique... Dans la sémantique, si tu veux, déjà d'approche, c'est déjà tendancieux. Pourquoi? Je m'explique. Il était préfet de Constantine. Tout à fait. Il venait d'être débarqué préfet de police sur Paris. Qui plus est, qui tenait un discours du genre je maîtrise en fait les Algériens, les indigènes, il n'y a pas de souci. Donc je reprends ces termes, je ferai de la pacification des Algériens en France. C'est dire en fait que vraiment il était venu. Bon, forcément, ces instances, ces administrations n'ont fait que suivre ces directives. Après, au-delà de ça, effectivement, on revient un peu sur le côté politique, où il y avait certaines pertes de vitesse du gouvernement français, que ce soit par rapport à l'opinion internationale, où cette cause algérienne commence à prendre de l'ampleur. Donc du coup, il devait, si tu veux, un peu reprendre un peu le dessus à travers des exactions. Papon, c'est quelqu'un qui est adepte, et il le dit très bien, de la fameuse politique de la répression-résistance. Et d'ailleurs, c'était un engrenage dans lequel il a perdu à la fin, parce que finalement, ça s'est terminé par ce qu'on sait déjà. Abdeslam. Juste sur Papon, on lui sait
son passé, les massacres. Dans un premier temps, on a parlé d'un mort. On a complètement occulté ces centaines de morts. On parle de 300 à 400 morts. À ce jour, c'est 2, hein, selon les rapports officiels. Oui, sur le rapport officiel. Alors, 3, ça a augmenté depuis. Ça, on va en parler tout à l'heure parce qu'on va consacrer un volet au bilan. Ça va de 2 à 300. Ça va de 30 à 300. Ouais. Sur Papon, ensuite, on connaît l'histoire. À la suite, avant ça, il avait été coupable, il a été condamné d'ailleurs à ce propos, pour avoir déporté des enfants et des juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais ce qu'il faut surtout savoir, c'est qu'à la fin de la guerre d'Algérie, il y a eu une amnistie générale. Et en fait, tous les crimes qui ont été commis pendant la guerre d'Algérie ont été effacés. Vous étiez un sanguinaire, vous aviez tué des Algériens, c'était oublié, on n'en parlait plus parce qu'il y avait une amnistie qui avait été décrétée à cette époque-là. Papon, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'il a été embêté par la justice il y a quelques années de ça, il ne faut pas oublier que d'abord il a été décoré de la Légion d'honneur, ce monsieur a été ministre de Raymond Barre, lorsqu'il a été dérangé, qu'il a été quand même jugé, on a quand même Raymond Barre, son jeu de mots, qui est venu à la barre pour le défendre. D'accord, mais c'est incroyable quand même. Et il n'y a pas un moment où on se dit ce type est un sanguinaire et il doit prendre pour considéré comme un patriote. Alors ce qu'il faut savoir, c'est à propos de la Légion d'honneur, oui, ça dépend de quel côté mais concernant le patriotisme, on lui a retiré la Légion d'honneur, il a continué à la porter. Ensuite, au niveau de ses finances, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il s'est mis en faillite. Il a tout légué à ses enfants, à ses petits-enfants, pour dire, écoutez, moi, j'ai pas d'argent, vous avez rien à me prendre. Voilà, il s'est mis en faillite personnelle, pour justement ne rien donner. Donc, vous voyez, le type a été odieux jusqu'au bout. Il aurait pu très bien faire repentance, dire, oui, en effet, j'ai commis des choses graves. Il l'a légitimé dans sa haine. Oui. C'est à un moment donné, déjà, c'était un être abject, ça c'est une chose, mais quand vous avez la légitimité de l'État, c'est exactement ça. Il était couvert par il était dans son bon droit. En gros, il a dit si j'avais à refaire ce que j'ai fait, je le referais. Il l'a dit ouvertement à la télé, sur une interview sur France 2. Et c'est un mec qui, voilà, quoi, il est perché, il n'avait pas de cœur. C'est que, comme il dit Badi, c'est un patriote dans sa tête. Mais il ne sait pas qu'il a du sang sur les mains, il ne sait pas qu'il a fait un tas de victimes, il ne sait pas que son nom, il est inscrit sur les listes noires maintenant des livres d'histoire, tout simplement. Vous avez juste une dernière chose. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la nomination de Papon, quand tu disais tout à l'heure qu'il était forcément en fait diligenté par des forces au-dessus, certes, mais il faut comprendre aussi le contexte. Il arrive au fait en France où le FLN, via sa fédération FLN France, essaye d'importer, si tu veux, le conflit en France, sur le territoire français. Donc lui, il arrive au fait en considérant que la France est devenue un terrain hostile. Donc dans lequel il devait prendre les mêmes automates qu'il avait en Algérie. Ce qui explique pourquoi en fait il y a eu cette ce rapport de force démesuré par rapport à cette manifestation. C'est parce qu'il considère qu'il est là pour pacifier en fait Paris et les rues de Paris. Il y a quand même une chose qui a été dite tout à l'heure, sur laquelle j'avais envie de rebondir, c'était ratonnade, c'est raton. Et en fait, même dans la sémantique, dans le langage, vous savez bien qu'il est plus facile de tuer un rat que de tuer un homme. Et en fait, lorsque l'on place les gens dans cet état animal, juste, un rat, on l'écrase et il disparaît. Alors que tuer un homme, c'est quand même beaucoup plus dur. Donc il y avait vraiment cette idée de vous destituer de votre humanité et dire de vous que vous n'êtes que des rats et que finalement on a le droit de vie ou de mort sur vous. Et c'est comme ça. Et ensuite, en effet, quand c'est monté en mayonnaise et que les gens reçoivent des informations où des policiers ont été massacrés à tel ou tel endroit, forcément, on galvanise les troupes, et du coup on crée de la haine et on connaît le résultat. Alors à l'époque, la police française a beaucoup de mal à pénétrer la résistance et les militants du FLN, qui étaient très structurés, et qui avaient un respect, un fort respect de la hiérarchie. Et en fait, ils avaient peur aussi de la hiérarchie qui était très stricte. Pour un oui, pour un non, les mecs, sourire kabyle. Voilà, sourire kabyle, les mecs qui passaient sur le billard. Alors, la police française de l'époque avait du mal à contenir ces actions, les actions des militants algériens.
Les militaires français ont eu l'idée de préconiser alors d'adopter les mêmes méthodes qu'en Algérie, c'est-à-dire la torture et faire appel aussi aux paras, etc. D'ailleurs, à un moment donné, pendant la manif, il a été question de faire intervenir les paras. Carrément. Ouais, carrément. Moi, j'ai lu ça aussi sur des sites plutôt supporters de Papon, hein, voilà, qui disaient estimez-vous heureux, on n'a pas fait intervenir les paras, il y en avait 500 qui étaient prêts à intervenir. Bon, parachutistes pour les novices, on ne sait jamais ceux qui comprennent pas. Bien sûr, voilà. Et c'est alors que on a fait aussi, on a suivi les conseils de ces militaires et on a fait venir d'Algérie vous connaissez la réponse? Non, on a fait venir des supplétifs, ce qu'on appelle des harkis, pour les installer dans les habitats musulmans, c'est-à-dire dans les bidonvilles. Infiltration. Les espions. Des bidonvilles par des harkis, donc rebeux, parlant rebeux, etc. et tout, pour essayer d'avoir des informations, parce que la police n'en avait pas autant, pas suffisamment pour pouvoir endiguer tout ce qui était ramassage, collecte d'argent, etc. Voilà. Et donc ça a été mis en place, et il y a eu aussi donc un régiment ou alors une espèce de compagnie qui était armée comme les CRS et qui était chargée justement de réprimer les Algériens, mais en fait c'était des harkis. Donc infiltration par les harkis. Et ils étaient actifs dans le 12e, dans le 13e et notamment dans le quartier de la Goutte d'Or. Voilà, il y en avait à peu près 350. C'était des gens qui étaient venus spécialement d'Algérie pour justement... Ils y vivent encore ou pas? Ah ben ils ont dû faire des... Oui, ils ont dû... Oui. Pas... Mais regardez, il y a des noms. Non, mais il y en a eu. Dans le nord de la France aussi, et dans le sud de la France aussi, il y a eu beaucoup de harkis qui sont venus après la guerre, hein, qui ont été... qui auraient dû être pris en charge par la France, mais qui les a abandonnés aussi. Donc, excuse-moi, je sors hors contexte, juste une petite parenthèse sur les harkis. Tu savais que les harkis, quand ils mouraient, on ne pouvait pas les rapatrier en Algérie? Ah ben, il me semble que ceux qui avaient été ouais, exactement. J'ai fait quelques janazas, moi, tu vois, j'ai fait quelques janazas. On avait eu un problème avec un monsieur. On ne savait pas pourquoi et ils te le disent pas forcément, tu vois. Ouais. Le consulat, tout ça, ils te le disent pas forcément. Ils disent pas, oui, bah écoutez, ça c'était. Et après, c'est par la suite qu'on a su que le gouvernement algérien, justement, a refusé cette catégorie-là de personnes parce que justement c'était harkis. Et ils veulent surtout pas les enterrer en Algérie. D'accord. Ouais. Voilà, c'est juste une petite parenthèse, Après, juste une petite parenthèse, j'ouvre la parenthèse également sur ce sujet qui est très vaste, hein, il est très, très sensible. Parce qu'il faut comprendre qu'on peut tourner la page éventuellement de l'histoire, mais on ne peut pas oublier cette histoire. Donc, construire un avenir commun avec les harkis sur certaines conditions, certaines concessions, certainement, on ne peut pas oublier en fait, le mal qui a été causé, les victimes, les familles des victimes. Donc, aujourd'hui, dire qu'on tourne la page, c'est peut-être manquer de respect envers ces personnes qui ont été touchées de près ou de loin par les exactions de ces gens. Alors j'entends, et en même temps, ce qu'on considérait aussi comme des harkis, c'était juste des gens qui avaient pris parti pour la France, mais qui n'ont pas forcément pris les armes. Il y a beaucoup de gens qui ont pris le bateau et qui ont décidé de suivre la France, mais qui ont pris le bateau, ceux qui ont pu, parce qu'ils n'ont pas tous pu prendre le bateau, mais qui n'avaient pas forcément pris les armes, mais qui avaient décidé qui étaient plutôt pour une Algérie française. Alors, petite clarification, si tu le permets, c'est qu'il y avait plusieurs catégories de harkis, en fait. Ce qu'on appelait les goumis, par exemple, il y avait ceux qui travaillaient dans l'administration, et les harkis, les purs et durs, ceux qui étaient sur le terrain militaire, qui avaient pris les armes. C'est cela dont je parle, en fait, concrètement. Après, effectivement, chacun son histoire, certainement, sous contrainte ou pas. Certains aussi défendaient, disons-le, l'Algérie française. Hein, donc, il y a aussi ceux qui ont été accusés à tort, parce qu'ils avaient des biens que certains voulaient s'accaparer et qui ont été désignés comme des harkis et qui du coup ont pris peur, ont pris la fuite et qui n'étaient aucunement des harkis. Il faut le savoir aussi. Mais juste, Fawzi, pour revenir sur le contexte, moi j'aimerais juste rappeler, quand tu parlais qu'ils ont réactivé un peu ce qu'on appelait la 7e wilaya à l'époque, qu'on se le dise, donc c'était aussi pour montrer une espèce d'inversement de rapport de force politique, sociale et autres, mais pour que tout le monde comprenne en fait le contexte à cette époque-là
sociologique et de la typologie de la communauté nationale établie en France, à l'époque, on parlait quand même de 400 000 ressortissants selon le ministère du Travail, et 500 000 selon les recensements du FLN, de la Fédération française du FLN. Ce qui est énorme, effectivement. Dont 50%, rappelons-le, vivaient en Île-de-France. Oui. C'est-à-dire plus de 200 000 personnes vivaient en France. Vous imaginez la force de frappe que ça pouvait être. Et plus de 30% cotisaient pour le FLN. 3 à 5 milliards par an, 3 à 5 milliards d'anciens francs. Parce que ça voulait dire qu'on enfermait plus de 200 000 personnes à ne pas sortir le soir. C'est énorme. Mais bien sûr que c'est énorme. Aujourd'hui, ce serait des villes entières. C'est de l'apartheid. C'est exactement. Donc, même s'il y avait effectivement une volonté d'avoir une Algérie libre, c'est des gens qui travaillaient, qui vivaient en France et qui avaient juste envie de sortir comme les autres et qui n'avaient pas, la volonté qu'on les renvoie encore une fois à être des sous-citoyens. Alors, comme on le disait tout à l'heure avant de commencer cette émission, pendant très longtemps, mais vraiment très 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 longtemps, on n'a pas parlé du 17 octobre 1961, on ne commémorait pas ces manifestations, c'était tombé dans l'oubli, un oubli organisé, voulu. Puis il faut dire aussi que les officiels algériens n'ont pas non plus fait grand-chose aussi pour que ça ne tombe pas dans l'oubli. Il a fallu attendre donc les affaires qui ont suivi Papon, en 97 et en 98, quand il a été traîné en justice pour ce qu'il avait fait auparavant. Oui, avec les déportés. C'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à reparler donc de cette histoire des Algériens jetés à la Seine. Voilà. Alors, pour vous, est-ce une bonne chose, alors finalement, de commémorer un événement comme le 17 octobre? Alors, qu'est-ce qu'il y a de bon dedans? Je pense qu'on peut pas, ce que je disais au début, on peut pas passer à l'apaisement si on n'a pas une compréhension de son histoire. Donc là, je pense que c'est la base, essayer de savoir ce qui s'est passé, essayer de comprendre son histoire. Il n'y a que comme ça qu'on peut passer à une phase d'apaisement. Et puis, pour cette amnésie organisée, l'Algérie a aussi sa responsabilité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans ces négociations de prise de pouvoir, elle n'a pas voulu médiatiser par la suite les événements qui avaient été organisés justement par le FLN pour pas leur donner aussi plus de pouvoir. Donc du coup, l'Algérie n'a pas forcément revendiqué en mettant et en pointant du doigt la France. Et donc du coup, pendant des années, c'est passé un peu sous silence. Et au point même où des familles algériennes n'en parlaient pas. Et eux-mêmes ont parfois oublié. C'était tabou. Exactement. D'un tabou, les gens en sont arrivés à oublier en fait ces massacres. Mais un peuple sans mémoire, c'est un peuple sans avenir. Et on ne peut pas éluder cette partie de l'histoire. Elle fait partie de l'histoire de nos parents et nous qui justement sommes nés en France, de parents qui ont traversé la Méditerranée pour un avenir meilleur. On ne peut pas faire comme si de rien n'était et que ça n'avait jamais existé. On ne peut pas, nous, être dans le déni. On le subit déjà, ce déni. Donc on ne va pas non plus nous priver justement de parler de cette période de l'histoire. Ces hommes et ces femmes courageuses et courageux qui justement ont bravé, qui ont appelé à la désobéissance et qui sont sortis dans la rue. Ce décret de couvre-feu avait été proclamé le 5 octobre. Il a fallu 12 jours. 12 jours après, les Algériens étaient dehors. Donc on voit bien, là il y a une forme de résistance. Et puis il y en a qui ont été renvoyés en Algérie. Oui. Des milliers ont été renvoyés en Algérie. Il y a une censure, je crois que c'est la première fois qu'on a une telle censure au niveau des médias, où des gens en fait étaient licenciés, menacés. Et c'est pour ça que d'ailleurs il y a beaucoup d'images et de vidéos qui sont sorties des années et des années après. Alors, je suis pas forcément d'accord avec le fait que l'Algérie ait été sous silence. Ou qui est un truc, ou qui est un tabou. Je sais que mes parents m'en ont parlé, moi. Et je sais que mes voisins m'en ont parlé à l'époque, et je sais que on se passait l'info. Et c'est avec l'émergence justement des réseaux sociaux, etc., que ma génération
et peut-être la génération qui vient après moi, va justement relier tout ça. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas autant de médias avec nous. On n'avait pas autant de relais. Et aujourd'hui, on a beaucoup de relais. Et c'est peut-être pour ça qu'on parle de plus en plus du 17-10-61. Et à l'époque, on en parlait, c'était familial, c'était pas médiatique, parce qu'on n'avait pas accès aux médias, on n'avait pas tout ça. Oui, ouais. Et puis on a affaire à des générations, les anciens, nos parents, nos arrière-parents, nos grands-parents, pardon, sont pas des gens qui parlent beaucoup de ce genre de problème. Très pudique. Ouais. J'ai pu interviewer, tu l'as vu le reportage, j'ai pu interviewer des gens qui ont milité pour les FLN, etc., qui ont connu le 17 octobre 61 et qui ont été tabassés, qui ont été blessés, etc. et tout. Ils en parlent très difficilement. Ils en parlent, mais comme si, voilà, quoi. Et c'est des gens qui se plaignent pas. Tu vois, il faut vraiment les pousser, les chauffer un petit peu plus pour qu'ils te donnent un petit peu plus de détails. Mais on sent qu'ils revivent l'événement lorsqu'on leur pose la question. Ouais. Moi, je voudrais juste prendre cette anecdote. C'était il y a un an. Je déposais la gerbe pour Blanc-Ménil, et en fait j'appelle mon père et je lui dis je vais poser la gerbe pour le 17 octobre. C'était par téléphone, et j'ai entendu la voix de mon père qui se décomposait et il était au bord des larmes, et j'étais d'abord très gêné d'entendre mon père sur le point de pleurer, et en fait lorsque j'ai il m'a dit qu'il était fier de moi, et mon père est plutôt avare en compliments, mais là aussi, il parlait pas de ses souffrances, parce que il montrait pas de signe de faiblesse. Il était comme ça. Bon. Et puis il y avait aussi la volonté de ne pas faire grandir leurs enfants dans la haine. Ils avaient choisi la France pour y vivre et pour offrir un avenir meilleur à leurs enfants. Oui. Ils avaient la farouche envie que leurs enfants, entre guillemets, s'intègrent et en tout cas grandissent en France. Et donc il n'y avait pas cette volonté de transmettre cette haine et cette colère. Pas être parasité justement par cette colère. Donc il y avait beaucoup de pudeur, et parfois pas la volonté de cacher, mais de pas forcément remuer. Non, c'était son histoire, et qu'il voulait pas que ses enfants aient justement à vivre ça. Et en fait, lorsque j'ai raccroché le téléphone, j'étais très gêné, mais en même temps, j'ai pris la mesure de l'importance d'une commémoration comme celle-là. Et bien sûr, il y a ce phénomène de projection. On se met un petit peu à la place de son père, et on se dit, lorsqu'il nous a amenés en France, lorsque lui est venu et que nous sommes nés en France, et qu'il aspirait justement à nous permettre une scolarité et une réussite, c'était aussi une façon pour lui de conjurer le sort et de pouvoir faire des choses. Voilà, voilà, j'ai un peu plombé l'ambiance, mais c'était un de toute façon, on ne peut pas parler de ce sujet sans être émotif, et puis avoir une émotion à outrance, c'est ce qui est tout à fait normal. Maintenant, juste dans la continuité de ta réflexion, Abdeslam, concernant cette génération effectivement qui a vécu ces atrocités, Abdelmalek Seyed, dans son livre en fait La double absence, il cite cette émigration comme une immigration exemplaire. C'est dire en fait que vraiment c'était une génération qui était vraiment assimilée. J'ai même plus envie de parler d'intégration, mais d'assimilation. Ça ferait pas dire quelqu'un en fait que je ne citerai pas. Mais voilà, exactement, avec des bottes. Et donc non, plus sérieusement, donc cette immigration, pour eux, ce sujet-là, effectivement, c'est un héritage, mais un héritage tabou, en fait. Pour la bonne et simple raison qu'ils souhaiteraient que la continuité de cette intégration, de cette immigration par rapport aux générations futures, mais bien entendu avec toujours ce devoir de mémoire. Moi, je citerai un grand monsieur qui est Churchill, qui disait un peuple qui oublie son passé se condamne à le revivre. Donc, c'est tout simplement ça, en fait, aujourd'hui. Ce devoir de mémoire est obligatoire. Mais malheureusement, ce que je disais en introduction tout à l'heure, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce qu'on le voit dans la typologie de ceux qui commémorent justement ces événements. On a en règle générale justement cette première génération qui est à cheval, qui vient et qui se remémore certains mauvais souvenirs. Mais on souhaiterait effectivement diversifier cette assistance, effectivement, et qu'il y ait plus de jeunes, pour la bonne et simple raison de perpétuer cet héritage, parce que pour moi c'est un héritage qui est riche d'enseignements, qui est riche de beaucoup d'enseignements profonds d'ailleurs, de dignité, d'abnégation, de ténacité, de fierté. Donc exactement, et par les temps qui courent, je pense que cette génération sortirait enrichie de cet enseignement qui devrait être perpétué à travers des outils. J'ai pas la solution miracle, effectivement, ça se discute.
Alors tu fais bien, tu viens de dire, parler d'abnégation, de solidarité, de ténacité, etc. Je vous rappelle qu'à l'époque, on avait affaire à des gens qui étaient quasiment pour la plupart illettrés, qui n'étaient pas cultivés, qui n'étaient pas instruits. Et regarde ce qu'ils ont réussi à faire. Tu vois. Aujourd'hui, bon, alhamdoulilah, vous avez tous des niveaux supérieurs, vous avez pu faire des études, etc. Et tout. Je vais vous donner l'exemple d'une jeune femme de 82 ans que j'ai interviewée lors d'un reportage, une femme dynamique, incroyable. Et elle a vécu le 17 octobre. Elle m'a raconté un petit peu ce qu'elle a fait. Elle m'a dit qu'il pleuvait, etc. et tout, qu'elle était trempée. Elle était sortie à 5 h du matin de chez elle pour pouvoir aller à la manif. Et parce que justement c'était le couvre-feu. Et donc elle s'est rendue à la manif. Et toute la journée, elle était dans cette manif jusqu'au moment fatidique où ça a basculé. Et donc elle a été raflée. Elle a été mise dans un camion avec plein de femmes. Alors ils avaient séparé les hommes d'un côté, les femmes et les enfants d'un autre côté. Et bon, elle a eu beaucoup de chance parce qu'elle est tombée avec des femmes qui avaient des petits-enfants. Donc ils les ont relâchés. Et elle me disait, on a vu des mecs ensanglantés qui jonchaient les rues, des gens dans la Seine, etc. Et donc à l'époque, elle habitait à la Courtillère du côté entre Pantin et Bobigny, pour ceux qui connaissent, dans le 93. Et donc le lendemain, t'imagines la pression, la situation qu'ils avaient vécue. À l'époque, il y avait des policiers de quartier, comme on appelait ça, des îlotiers à notre époque, des gens de proximité. Ouais. Voilà, de proximité. Et ce policier la connaissait. Et donc elle s'est demandé, mais comment est-ce qu'il va se comporter avec moi? Parce que tout le monde en avait entendu parler de cette manif, de ces débordements. Les Français croyaient que c'était les Algériens qui tuaient des policiers, et les Algériens disaient que non, c'était les policiers qui avaient tué jeté des Algériens à la Seine. Et donc elle se demandait, mais comment est-ce qu'il va se comporter avec moi? Et finalement, il l'a pris, il l'a même protégé, pour te dire. Et c'était un policier qui était en tenue, il l'a protégé, il l'a même caché dans un coin, il lui a dit t'inquiète pas, personne viendra parce qu'il était devant, et ça le raconte à travers le reportage. Il y a d'autres témoignages aussi de gens, de jeunes hommes à l'époque qui étaient dans les groupes de choc du FLN et qui te racontent des histoires quand ils se sont fait embarquer par dénonciation, où on est venu les cueillir dans leur chambre d'hôtel. Et donc voilà, c'est assez émouvant, mais ils te racontent ça, mais d'une manière assez légère, tu vois. C'est un traumatisme qui reste quand même. Ça reste quand même un traumatisme. Ils ont pris du recul. Alors, peut-être que tout à l'heure, Karim viendra nous rejoindre et nous parlera de son cas à lui, parce que dans sa famille, ils ont été fortement touchés par cette manif. Ils y étaient, pour la plupart. Donc s'il est sur le chemin, on l'attend qu'il vienne nous donner son témoignage. Mais voilà, ça a vraiment été quelque chose de très important ici pour la communauté. Ce que je vais faire, c'est qu'on va marquer une pause publicitaire et puis on revient juste derrière. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Sur 102.6 FM, à Orléans et toute sa région.